Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans cet épisode 32 de Catch Up, votre podcast des cahiers du catch. Chaque semaine, nous vous racontons Monday Night Raw. Et cette semaine, donc, nous allons vous parler du Monday Night Raw qui s'est déroulé le 28 novembre 2016 à Charlotte, en Caroline du Nord. Je suis accompagné aujourd'hui, comme souvent, hein, c'est mon inséparable compagnon, Ringside. Salut tout le monde. Oh, petite petite mine. Petite Oui. mine, Il fait froid. Je suis fatigué. D'accord, tout le monde est Je suis un peu malade. Tout le monde est fatigué. Hein, on attend. Mais non, c'est la pêche, c'est une blague. La pêche. C'est avec vous, c'est la méga pêche, comme dirait Juppé. Avec vous, on passe. Ah, j'avais pas entendu la fin de la phrase. Donc juste avant de commencer cette analyse, on va vous préciser par contre que désormais Catch Up a un Facebook. Oh mon Dieu, applaudissements. Bravo. Ça a demandé des heures de travail, hein. On a mis une team d'experts sur le coup, mais donc on a enfin un Facebook. On n'a pas un Twitter parce que ça demanderait vraiment plus de travail et d'entretien. Donc voilà, donc on a un Facebook qui se trouve, qui s'appelle Catch Up CDC. Enfin l'adresse, donc du coup ça doit être facebook.com/catchupcdc. Vous cherchez Catch-up dans votre barre de recherche et voilà, et vous le trouverez. Et on va publier là-bas, bien entendu, tous les podcasts qu'on fait. Puis peut-être des moments, on va publier des bêtises, des gifs. Peut-être des trucs exclusifs, peut-être un concours à la fin de l'année, hein. On a peut-être des choses à vous faire gagner, en tout cas moi, parce que j'ai quelques trucs de ma Slam Crate, hein, la première lootbox de la WWE, dont je ne me servirai pas forcément, donc voilà, on verra ça bientôt. Mais passons à Monday Night Raw, donc ce Monday Night Raw qui se déroulait à Charlotte, dans la Caroline du Nord, qui a commencé avec le Highlight Reel de Chris Jericho. Donc exactement comme la semaine dernière finalement, sauf que cette fois-ci, il va convoquer Kevin Owens, non pas pour le gronder, hein, mais il convoque Kevin Owens juste pour le féliciter, voilà, parce que c'est son meilleur ami, parce que c'est toujours le champion, parce qu'il a gagné contre Seth Rollins la semaine dernière, grâce à justement l'intervention de Chris Jericho déguisé en Sin Cara, hein, référence. Si vous écoutez Talking Catch, vous aurez compris la référence puisqu'on en parlait, petite bataille entre Sin Cara et Chris Jericho, hein, pas en kayfabe, dans la réalité. Donc bref, Chris Jericho, voilà, qui fait son cinéma de best friend comme d'habitude, et puis Kevin Owens qui en profite pour vanner le public sur Thanksgiving, hein, disant que tout le monde fait semblant de passer un bon moment avec sa famille. Et puis de toute façon, les Canadiens, eux, ils ont déjà fêté Thanksgiving il y a un mois, enfin le mois dernier. D'ailleurs, Jericho en profite pour dire les Canadiens ont toujours un temps d'avance sur les Américains. Bref, ça troll le public sympathiquement. Et puis donc Seth Rollins arrive. Qu'est-ce que je dis, Seth Rollins? Jericho dit que du coup il est thankful, hein, comme on dit en américain, pour le fait que Seth Rollins est aussi nul et que c'est un stupide idiote et tout ça. Et donc Kevin Owens nous précise que Seth Rollins n'est pas autorisé à catcher ce soir. Donc voilà, qu'ils sont tranquilles, et puis c'est à ce moment-là que Roman Reigns arrive. The Big Dog, il se tape une nouvelle fois une grosse bronca, hein, tout le monde enfin tout le monde, une grosse partie des gens dans l'arène le bout. Et puis Roman Reigns joue comme d'habitude un petit peu son petit malin, hein. Il vient et dit vous arrêtez pas, continuez votre sketch, vous êtes marrant. Et puis Jericho le prend mal, hein. Il dit tu penses qu'on est des clowns, c'est ça et tout. Et
Reigns dit non, mais le seul truc qui me fait rire, moi, c'est que Kevin Owens soit champion de l'univers. Euh, et il rappelle donc que Kevin Owens a toujours besoin de son best friend Chris Jericho pour gagner ses matchs. Et Kevin Owens essaie de lui répondre, mais alors là il bafouille, hein, c'était pas prévu, mais voilà, il bafouille un peu, et puis Jericho rattrape le coup en disant non mais de toute façon ils comprennent pas, l'anglais c'est ta seconde langue et tout. C'était plutôt sympathique. Et Reigns donc pousse Kevin Owens à dire qu'il n'a pas besoin de Jericho. Donc Jericho le prend un peu mal hein, sur le coup. Et donc juste au moment où Jericho essaye de un peu rétorquer, Owens lui dit shut up. Donc vraiment un un petit peu un coup d'arrêt à leur grande amitié là vraiment Owens lui dit arrête arrête de parler, t'es casse-couille, surtout que voilà il essaie de ramener encore le coup de la liste de Jericho, hein, mettre Roman Reigns sur la liste, mais voilà, Owens il en a marre des enfantillages. Bref, donc Roman Reigns dit bah moi ce que je veux c'est voir le vrai Kevin Owens, je me bats contre toi et puis si je gagne et bah j'ai le droit à une chance au titre la semaine d'après ou enfin bref un match pour le titre. Et Kevin Owens accepte étrangement. Et juste après, on aura Kevin Owens dans les coulisses, qui est en train un peu de péter un câble et il se rend compte qu'il est un peu ridicule à force de se faire aider dans tous les matchs. Et Jericho lui reproche de lui avoir dit ta gueule, du coup shut up. Et donc il dit à Owens, bah j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi comme meilleur ami, hein, si c'est pour se faire traiter comme ça. Mick Foley arrive et puis il est à deux doigts de dire à Jericho bon bah cette semaine tu vas pas intervenir dans le match, hein, on va doubler la sécurité tout ça. Et puis Chris Jericho lui dit j'en ai rien à foutre, pour moi cette amitié est finie. Ce segment va encore continuer, c'est pas fini, puisque C'est vrai parce que je viens d'y penser, il y a une deuxième partie. et oui, la deuxième partie. Donc on croisera plus tard Jericho dans les coulisses. Alors c'est pas juste après dans le show, hein, mais je vais lier tout ça. Donc on croise Jericho avec sa petite valise, hein, il est en train de partir de l'arène. Et puis l'intervieweuse, enfin une intervieweuse le croise et puis lui dit on va pas vous revoir plus tard dans le show, hein, comme la semaine dernière parce que vous nous avez bien eu en disant enfin je sais plus ce qu'il avait dit la semaine dernière mais bref il avait donc là il avait fait mine qu'il allait pas intervenir et donc il s'est déguisé en Sin Cara. Et puis là donc du coup il répond très énervé non mais là c'est pas une blague, ce soir c'est bien fini, je m'en vais et tout. Et donc il repart dans le parking et bien entendu la caméra le suit, alors on sent qu'il va se passer quelque chose. Et alors j'ai dit majordome, je sais plus comment ça s'appelle, le conducteur, on va dire Un chauffeur. son chauffeur tout simplement, voilà. Je n'ai plus de vocabulaire. Donc son chauffeur l'attend. Et le truc c'est que il lui dit ouvre la porte plus vite et puis le chauffeur met un peu 4 ans à lui ouvrir la porte pour placer ses affaires et tout ça. Et puis au moment justement où il lui ouvre la porte, en fait Jericho a la liste dans les mains et il ouvre la porte un peu précipitamment, le chauffeur, et il fait tomber il cogne la main de Jericho, il fait tomber la liste, alors c'est sacrilège. Et puis Jericho le pourrit, hein, continue à le pourrir. Puis là le chauffeur il est plus dans l'angle de la caméra, on voit que Jericho et donc on entend le chauffeur dire et est-ce que je suis sur la liste? Et là Jericho a le dos tourné en fait, il voit pas à ce moment-là. Et en fait Jericho se retourne et c'est pas le petit chauffeur gringalet qu'on voyait au début. C'est Seth Rollins! Et il lui fout une marave dans le parking, à droite, à gauche, et il le balance sur les bagnoles, et il finit tout ça avec un pédigré sur le toit, je crois, d'une autre limousine, ou d'une très jolie bagnole. Donc voilà. C'était la fin de ce segment long mais varié. C'est ça, comme une salade de fruits un petit peu.
Il y avait de tout. Je n'ai pas dit avarié. Salade de fruits. Vas-y. Ouais, bah écoute, que dire. Le début, c'était plutôt pas mal joué de la part encore une fois de Chris Jericho. Kevin Owens il s'est bien rattrapé quand il a buté sur ses petites phrases. Roman Reigns, il a pas trop parlé, il a pas trop fait de blagues à la con. C'est juste ce qu'il faut, pas particulièrement inspiré, mais juste ce qu'il fallait. C'est assez intéressant de voir qu'ils essayent de passer à la phase 2 un petit peu avec Kevin Owens, d'arrêter un peu les enfantillages pour le faire passer un peu sur un côté un peu plus sérieux. Après, c'était peut-être un petit peu long pour être vraiment divertissant, mais bon, pour démarrer le show, ça va. J'aurais préféré un match des cruiserweight, mais c'est pas le pire des segments qu'on ait vu. Ouais, bah, à mon avis, tu mets un match des cruiserweight, tu fais baisser ton audience de un quart. Je crois que les gens s'en font, en fait. Je commençais par les cruiserweight. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, après la grande question, c'est pourquoi Roman Reigns revient dans le title picture alors qu'il est champion US. C'est un peu dommage de pas lui faire une rivalité liée à la ceinture US, mais bon, visiblement, ça va être encore le parent pauvre pendant un moment, la ceinture US, du moment que c'est Roman Reigns qui l'aura autour de la taille, à moins qu'il la perde peut-être rapidement avant d'avoir le match de championnat, ça peut arriver aussi. Maintenant, c'était assez sympa aussi d'avoir cette petite brawl dans le parking là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Bon, c'était plutôt pas mal fait. C'est marrant de voir Jericho qui se permet encore de se manger des voitures, des pare-brises et des rétroviseurs à son âge. C'est assez sympa, je trouve. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, on en a. Je sais pas la dernière fois qu'on en a vu, mais surtout, j'en ai pas vu de aussi bien maîtrisé dans le sens où c'était pas. Ça m'a pas paru, à part le pédigré qui était vraiment mal filmé, où on voyait que voilà, il percutait pas le. Enfin, on voit très bien sa tête qui touche pas le toit. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien programmé parce que ça a pas duré 3 heures. C'est le truc que je peux pas. Enfin que je suis pas contre les bastons dans les parkings, mais alors par contre quand c'est une séquence qui dure 3 heures ou du coup ça, enfin, tu perds la suspension de incrédulité ou je sais pas quoi. Ouais, quand tu as commencé à y avoir trop de montage et trop de ou séquences alors, qui ont été enregistrées à l'avance, ça se voit à chaque fois. Ou alors ils font ils prennent enfin, t'en as un qui prend l'autre et puis qui le fait avancer, il trouve une poubelle, alors il fait un truc avec la poubelle, ensuite il va plus loin, il y a un escalier, enfin. Ouais. Non, là, c'était un truc avec Randy Orton comme ça. Ouais, mais bon, Randy Orton, les coulisses, généralement, il s'était fait c'est balancer jamais dans terrible. un escalier justement. Mais ouais, il y avait eu un blessé, je crois. C'était pas contre Wade Barrett? Ah oui, si, c'est ça. Puis après, news. Wade Barrett. Ouais. Enfin voilà, là du coup il n'y a pas eu de blessé, je pense, mais non, c'est un petit peu rafraîchissant d'avoir un truc comme ça. Ça change de Stephanie McMahon et des trucs habituels, quoi. Non, c'était plutôt sympa. Non, ouais, un bon segment d'entrée. Donc du coup, enfin, je l'ai relié. Voilà, le passage dans le parking, c'est un peu plus loin dans le show, mais un bon segment d'entrée, mais toujours ce qui est vraiment, on donne l'impression, enfin même d'autres sites de catch donnent l'impression qu'ils punissent en permanence Roman Reigns, qu'ils ont une obsession, genre ils aiment pas Roman Reigns, mais on est désolé, c'est toujours lui qui est au milieu de l'incohérence, quoi. C'est toujours. Et là pour le coup, Roman Reigns qui vient chercher le titre, on a envie de dire, mais où est le GM en fait? Pourquoi le GM fait pas défendre le titre US en fait? Pourquoi Roman Reigns il a le droit il a jamais défendu son titre, enfin que je sache, sauf une fois. Bah attends, il l'avait contre Rusev ou je sais plus.
Il a descendu. Ouais, il a donné la revanche à Rousseff, je crois, Ouais, mais c'est tout. il a donné la revanche à Rousseff, voilà, c'est tout. Et maintenant, il défend plus du tout son titre. Et puis, contrairement à un Cena, tu vois, lui, c'est censé être un face, mais alors, il en a rien à foutre de défendre, de donner de la valeur à son titre, de le défendre et tout Mhm. ça. Non, non, moi, je Ouais, il se veux, le trimballe sur l'épaule, là, nonchalamment. Et voilà, je veux le puis titre. voilà, il veut rentrer dans le main event, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, bon, après, ça me dérange moins parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, mais c'est pareil, Seth Rollins, finalement. Bah maintenant, Seth Rollins c'est un peu le besogneux qui va devoir passer par Jericho pour revenir vers le titre. Et Reigns c'est l'opportuniste qui vient là et puis qui demande un match et puis finalement que Owens donne. Alors ça va parce que c'est cohérent avec le fait que Owens se rend compte. Et ça il l'a vraiment bien joué. Il se rend compte que voilà il manque de crédibilité etc. Et que il est temps de montrer sa crédibilité. Donc c'est intéressant même si c'est aussi une réaction un peu face hein, comme Hmm. mais donc voilà c'était quand même un bon moment. Passons à un moins bon moment, un mini Jobbers World. Ça sera juste Braun Strowman contre R-Truth. Victoire de Strowman en moins de temps que Papy Goldberg a mis Lesnar à terre. Ensuite, Goldust l'a attaqué. Je savais même pas que Goldust était là, mais Goldust a essayé de l'attaquer. Il s'est fait coincer dans un bear hug. Et puis Sami Zayn est arrivé hein, pour sauver les deux losers, mais il se prend lui aussi une raclée. Mick Foley arrive. Il réussit à faire en sorte que Strowman s'en aille. Hein. Il dit arrêtez tout, arrêtez les conneries. On a une page de pub et puis donc Mick Foley, on retrouve Mick Foley en train d'être interviewé par Byron Saxton et on a Sami Zayn ringside qui est un peu énervé, qui a deux doigts de venir interrompre Foley, qui est en train de lui sortir des trucs genre c'est injuste, laissez-moi avoir mon opportunité, tout ça. Foley se met, comme j'aime le dire, en mode Christian Clavier. C'est-à-dire sur jeu total pour dire que Zayn se fera tuer à tous les coups contre Strowman et que il peut pas laisser passer ça. Sami Zayn dit à Mick Foley qu'il est hypocrite car dans sa carrière il a pris des opportunités encore plus dangereuses et que voilà c'est pas juste. Et c'est à peu près tout parce que après Sami Zayn s'en va et Mick Foley s'en va et on ne sait pas vraiment ce qui va arriver par la suite. Si aussi Mick Foley a raconté, enfin a justifié le booking du match donc Sami Zayn Strowman la semaine dernière parce que apparemment Stéphanie voulait carrément virer Sami Zayn. Première nouvelle. Euh, donc voilà. Ce qui est bizarre parce que Hmm. c'est pareil, c'est pas très cohérent avec la séquence de la semaine dernière où Stéphanie elle fait un peu genre j'ai pas d'idée et tout ça pour le punir et c'est Mick Foley qui trouve l'idée. Enfin bref. Ouais. Bah, ils se sont rendus compte que je pense que c'était pas très bien ce qu'ils ont fait la semaine Ouais parce que dernière et que c'était pas finalement très c'était Foley le cohérent. heel quoi. Voilà, d'arrêter un match comme ça parce qu'il y en a un qui est un peu dans les vapes, ça voulait rien dire. Donc là, je pense qu'ils ont essayé de rattraper le coup en travaillant un peu sur Foley, en mettant un truc en place, un parallèle entre la carrière de Mick Foley où il a pris trop de risques et la carrière actuelle de Sami Zayn qui est aussi un espèce de risque tout. Donc bon, ça je trouve que c'est plutôt intéressant qu'ils essayent de rattraper le coup. Mick Foley était tellement pris dans sa présentation là, dans son jeu d'acting qu'il en a perdu son dentier quand même hein, à un moment donné. Hein. Je sais pas si Ah t'as bon? calé. Bah Ouais, à un je moment, sais qu'à un moment il a bafouillé mais j'avais pas vu écoute, que. il a craché son dentier, il l'a jeté par terre. Ah Hein. dis donc. C'est à ce moment-là ça devient sérieux. Voilà. Comme quoi il est un peu monté en kit Mick Foley, je crois il est pas au top de sa forme. Mais ouais non, bon moi je trouve que c'est une rivalité qui fonctionne bien au final
Puis le fait qu'ils expliquent un peu qu'ils ont fait n'importe quoi la semaine dernière, je trouve ça plutôt judicieux. Et puis j'aime bien le personnage de Strowman. Je pense que ça va fonctionner assez correctement. Je pense contre Sami Zayn une fois qu'ils feront vraiment le match sérieux, quoi. Ça peut donner un très bon match à mon avis. Mhm. On a eu aussi juste après un petit segment de Charlotte qui est dans les vestiaires, donc c'est pour nous hyper un peu le Charlotte contre Sasha Banks qui aura lieu ce soir. Donc du coup dans Main Event, j'essaie de pas spoiler, j'ai failli dire, mais bref. Donc elle est avec Dana Brooke et donc Charlotte dit juste elle va avoir sa victoire la plus belle et elle va finir cette rivalité parce que elle va gagner dans sa ville d'origine qui s'appelle Charlotte, forcément, hein, logique. Donc voilà, rien de très intéressant. Passons à un vrai match. Cedric Alexander contre Tony Nese, les cruisers en croisière. Alexander domine largement au début et le public est en feu, ce qui est assez particulier, mais après j'ai appris que Alexander vient de Charlotte en fait. C'est ça. Donc c'est le héros local. ce qui explique les choses. Donc il enchaîne ses pirouettes habituelles, mais Tony Nese ralentit le jeu avec des coups un peu façon brawler et puis il case aussi un body scissor qui coince Alexander pendant quelques longues secondes. Ça chante beaucoup Let's Go Cédric, hein, et on a Drew Gulak qui n'était pas annoncé mais qui est ringside. Et aussi Alicia Fox qui est backstage puisque Alicia Fox est amoureuse de Cedric Alexander, petite romance racontée dans le pré-show de Monday Night Raw la semaine dernière que vous ne regardez pas, c'est pareil, nous on le regarde pas mais mais il se passe il se passe des choses incroyables. Donc voilà, elle fait un peu la gamine de 12 ans en rut en regardant son chéri à la télévision. Donc Alexander réussit enfin à sortir au bout d'un moment de la soumission de Tony Nese. Il enchaîne les kicks bien placés. Mais à un moment, il y a une intervention de Drew Gulak qui permet à Tony Nese de caser enfin de choper du coup. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il chope Alexander en plein air et il lui fait son finisher que je ne connais pas. Est-ce que tu t'as une idée? C'est une espèce de powerbomb. Alors le nom en lui-même, je sais pas, mais c'est assez sympa comme espèce de powerbomb plié comme ça là. Donc voilà, et il réussit à battre donc Cedric Alexander pour le compte de 3. Donc Cedric Alexander qui perd dans sa ville, enfin j'allais dire natale, c'est peut-être sa vie, la ville où il vit, où il vivait, mais un peu en ce moment le gimmick de faire perdre les gens dans leur dans leur ville natale. C'est tellement bien de décevoir le public. Voilà. On a eu aussi une belle pop, de transformer un gars en mec populaire. Voilà, Noam Dar à Glasgow, hein, pareil, il a perdu. Donc c'est judicieux tout ça. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Le match était propre. Hein. C'est match de cruiserweight, mais comme il n'y a pas d'enjeu. C'est spectaculaire, ça s'enchaîne bien, les mecs ils ont de l'expérience, ils font des moves de fou, mais c'est sans enjeu et t'as un passage avec Alicia Fox au milieu où t'es un peu gêné de regarder ça quoi, donc c'est mal placé dans la carte. Voilà, c'est dommage, c'est beaucoup d'efforts pour rien quoi, et puis tant qu'à faire, ils pouvaient faire gagner Cedric Alexander quoi. C'était pas grave pour le coup. Vu qu'il n'y avait pas d'enjeu, ça aurait fait plaisir au public. Je pense qu'ils veulent pas pousser deux faces en même temps, vu qu'il y a Rich Swann, ils veulent un peu les ménager. Ouais, mais bon, on s'en fout. Tu vois, j'essaie de leur trouver des raisons. Hein. Ouais, mais, non, mais match sympathique. Bon, je m'en souviendrai pas dans une semaine, mais c'était. Ouais, mais j'ai peur qu'il soit arrivé au bout là, hein, au niveau des cruiserweight. Ouais.
Tant que ça tourne pas autour de la ceinture, le reste des matchs, c'est super anecdotique au final. D'ailleurs, pendant toute la soirée, on nous rappellera que 205 Live, donc la nouvelle émission des Cruisers, est diffusée le premier épisode cette semaine. Le mardi soir et en fait à chaque fois qu'ils disent diffusez le mardi soir, mais attention, les Cruisers sont toujours chez nous, hein. Donc n'oubliez pas passer 2 soirées de votre semaine devant la VVE. Donc nous avons Sacha contre Charlotte à ce moment-là, et Sacha arrive avec un sale costume mi-tissu rouge, mi-plastique, motif camouflage de l'armée, particulièrement dégueulasse, je l'ai trouvé. Et donc ah oui, j'avais marqué, oublions pas qu'on est à Charlotte, donc c'est censé être la ville de naissance de Charlotte parce que les créatifs de WWE sont super créatifs. Bref, Banks commence rapidement en casant son Bank Statement en 1 minute, quoi. À ce moment-là, Charlotte touche la corde, qui devait d'ailleurs être poussée par Dana Brooke, hein. Il y a Dana Brooke juste à côté, mais elle a oublié de pousser la corde, donc du coup elle la pousse en retard, c'est catastrophique, ouais. Juste ça, elle sait pas le faire. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, à ce moment-là, Sasha Banks, bien remontée, court pour défoncer Dana Brooke. Elle la balance sur les escaliers en métal à l'extérieur. Le match est très très rapide, hein, ça se bat pas mal justement à l'extérieur. On rappelle donc que les commentateurs rappellent que s'il y a compte à l'extérieur, eh bien la championne reste championne, hein, avantage des champions. Mais Banks, même au moment où les commentateurs disent ça, Sasha Banks balance Charlotte dans le public. L'histoire Histoire de ponctuer la chose. Moi ça m'a j'avoue que ça m'a fait tiquer un petit peu, genre oui, alors du coup Sacha devrait la remettre dans le ring, et bam, elle la balance dans le public. Et donc Charlotte au bout d'un moment contre et balance Sasha Banks dans les barricades, et puis elle continue à se frapper dessus à l'extérieur. Elles partent un peu dans le public. Elles en ont plus rien à foutre du compte de 10, et d'ailleurs le compte de 10 dure énormément de temps, puisque c'est seulement au bout d'1 minute que l'arbitre qui était en train de remonter les chiffres et puis ensuite de redescendre, on ne sait plus, sort enfin son compte de 10 pour donc du coup un décompte à l'extérieur, victoire de Charlotte qui est toute contente, voilà, pour elle pensait terminer sa feud sur un beau décompte à l'extérieur, l'histoire d'eux. Et puis Mick Foley arrive, parce que Mick Foley adore arriver à la fin des matchs maintenant, hein, c'est son grand truc. Et il dit non, ça va pas se passer comme ça. Le match va recommencer plus tard dans la soirée. Et ce sera... Vous allez vous reposer un petit peu avant. Voilà, vous allez vous reposer. Et vous rafraîchir. Hein. Voilà, refaites votre maquillage, etc. Bref, ce sera sans décompte à l'extérieur, sans disqualification, false count anywhere, c'est-à-dire tomber n'importe où. Donc voilà. Dans les gradins, je sais pas, dans les coulisses. Je sais pas pourquoi on doit dire sans décompte à l'extérieur et sans disqualification, parce que c'est la même chose, il me semble. Donc une disqualification, c'est quand tu triches. Ouais. C'est quand tu décomptes à l'extérieur. Si un mec est décompté à l'extérieur, il est pas juste disqualifié, enfin, ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, ça fait un décompte extérieur. Ouais, non, autant pour moi alors. Bref. Ah, on t'en voudra pas. Non, mais je m'en veux, mais c'est pas grave, on va passer au match. Tu pourras couper au montage, sinon. On va passer au match, non, je ne coupe rien, enfin, si, de temps en temps, mais je ne coupe jamais ce que je dis. Et donc, Rusev contre Enzo Amore. C'est le rematch, donc, de la semaine dernière. Rappelons que Enzo Amore a montré son kiki qui, paraît-il, est énorme, à Lana. En lui disant how you doing, hein, une bonne vieille. Là pour le coup c'était la catchphrase est devenue un petit peu plus salace. Donc Enzo fait sa petite promo, hein, il est avec Cass, il arrive au bord du ring et il fait sa petite promo habituelle, mais cette fois-ci donc sur Thanksgiving, et puis
Donc il parle de ce que Rusev a pu manger à Thanksgiving. Alors ils sortent tous les trucs, les patates douces, les conneries. Et puis il finit par dire que Lana pendant ce Thanksgiving devait forcément s'ennuyer en train de regarder Rusev et sa famille bouffer comme des gloutons, parce que Lana était en train de penser à Enzo fourrant sa dinde. Essayez de digérer ça. En moment. Notez du pur Vince McMahon, comme on l'aime ou pas. Donc voilà, je pense que ça fait partie des moments les plus des phrases les plus dégueulasses que j'ai entendues cette année à la WWE. Hein. C'était là, on n'est pas dans le mauvais goût, on est vraiment dans le trash un petit peu. Et puis l'agression un petit peu verbale. Avec Lana qui tente d'avoir toujours un petit peu le visage entre la surprise et l'intérêt. Ce qui est très grande actrice non plus. Ce qui est difficile à faire hein, quand on vous traite comme un bout de viande. Mais donc au début de match, Enzo fonce sur Rusev. Il se prend une clothesline super violente, enfin une sorte de clothesline, bref, un Rusev dans la gueule. Et donc, juste après, Rusev lui fait un low blow, un coup dans les couilles. Et Rusev perd par disqualification, mais excusez-moi, mais Rusev est un héros. Ouais. Alors, j'espère que notre Giscal national réagira peut-être dans les commentaires à ça. Mais alors, Giscal, le défenseur de à peu près tous les ennemis de Rusev et surtout Roman Reigns. Là, va falloir m'expliquer, mon cher Giscal. Parce que c'est impossible d'être du côté d'Enzo. c'est dur là. Allez, toujours dans le comique, nous avons Mark Henry en coulisses. Hein, quand je l'ai vu, j'ai fait, qu'est-ce qu'il fout là? Généralement, c'est rarement pour parler catch. Et donc là, l'intervieweuse lui dit mais Mark Henry, vous êtes une superstar de Hollywood puisque vous êtes dans un film WWE. Oh. Et donc il est avec Aaron Eckhart, hein, qui est un mec qui jouait dans, que je me souvienne. Il a joué dans certaines séries et je me souviens qu'il a joué le président dans de nombreux films. non mais c'est un mec qui aime bien, genre soit il joue des présidents ou il joue des colonels. Et bref, donc voilà, il joue un des premiers rôles et puis la séquence qu'on voit, le petit extrait qu'on voit, bah c'est Mark Henry qui se prend une mandale. Donc et Titus O'Neil arrive juste après cette petite séquence du film. Et puis il lui dit ouais non mais c'était moi qui devais être dans le film, parce que donc on a compris qu'en fait il voulait chercher un black, n'importe quel black, mais il cherchait juste un black. C'était moi qui devais être dans le film et t'as pris ma place. On sait même pas pourquoi il dit ça, hein. Il donne pas de raison, c'est juste voilà. Et puis il se prend juste une tarte, voilà, Titus O'Neil enterré même quand il ne catche pas ou même quand on le voit une fois tous les 2 mois, enfin bref. Titus O'Neil, va-t'en s'il te plaît. Ou critique pas Titus O'Neil, c'est mon catcheur préféré. Non mais je sais pas, ou va chez les perd du poids, va chez les cruisers. Mais t'as vu qu'ils ont refait le truc où il tient le bras de Mark Henry. Mark Henry veut s'en aller et Titus lui agrippe le bras comme il avait agrippé le bras de Vince McMahon la fois où il s'est fait virer. Non, j'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'il disperse des j'ai l'impression de plus en plus la WWE, il disperse des trucs que seuls les hardcore qui suivent les news de catch, qui suivent tout ça peuvent déceler en fait. C'est il y a du comme troll ça, à droite, ils reprennent un truc de la vraie vie, le transforment en gimmick. C'est marrant. Bon, j'avoue que ça m'a pas fait autant rire que Jericho avec un masque de Sin Cara. Mais ça c'était du maxi troll quoi. Mais on va passer à l'épisode 2 des Cruisers ce soir avec un petit peu plus d'intérêt, puisque on a Rich Swann, hein, qui est le prétendant au titre contre Noam Dar.
et Kendrick, Brian Kendrick au commentaire, qui dit, comme il le disait d'ailleurs la semaine dernière, que 205 Live, et ça a été créé grâce à lui, grâce à son succès, c'est son show, donc il a hâte de voir ça. Et puis bien sûr d'y participer, puisqu'il a un match de prévu contre Rich Swann pour la ceinture le lendemain. Donc Noam Dar domine le début du match, case un soccer kick à Rich Swann qui tombe la tête la première sur une corde, il s'étrangle et puis il va se faire un petit peu enchaîner pendant 2-3 minutes par Noam Dar. Pendant ce temps-là, j'ai trouvé bizarre et bien en même temps que Brian Kendrick, mais un peu over les deux catcheurs. Il dit vraiment que voilà, c'est des mecs super talentueux, ils ont plein d'avenir. Rich Swann pendant ce temps-là réussit à retourner le sens du match grâce à 2 gros kicks. Et au deuxième kill case, Noam Dar ne se relève pas, tombé de 3, Rich Swann gagne. Et alors attention là, il y a une faille spatio-temporelle, puisqu'ils ont donné un micro à quelqu'un d'autre que Brian Kendrick ou TJ Perkins. Donc c'est Rich Swann qui prend le micro dans le ring. Et dans sa promo, il dit je te vois, Brian, je te vois derrière la table des commentateurs là-bas, l'espion. T'as du souci à te faire parce que je vais te battre demain. Je vais te battre une 3e fois à 205 Live et récupérer la ceinture parce que you can't handle that, machin. Enfin bref, c'est sa chanson, son gimmick. Voilà. Et pendant sa promo, j'ai trouvé qu'il avait vraiment l'air un petit peu d'un malade mental. Parce que il a les yeux écarquillés et sa diction est très bizarre. Je dirais pas que c'était mauvais, mais c'était très très bizarre. Il m'a toujours fait peur, moi, Rich Swann, avec sa tête dans sa toxique. J'ai l'impression que le mec qui sourit tout le temps et qui pourrait te tuer à un moment ou à un autre. C'est le mec, tu vois, en soirée, qu'il y a du monde, mais lui, tu le cales et tu te méfies, quoi. Il va partir en couille à un moment donné. T'essayes de pas trop le croiser. Toi, t'as pensé quoi le match et la promo? Alors, moi j'ai bien aimé Kendrick au micro, au commentaire. Le match était, encore une fois, c'est les cruisers, donc c'est assez efficace. Noam Dar, moi ce qui me pose problème, c'est qu'il a encore un petit peu une manière de catcher comme s'il était encore dans des petites salles. Il y a encore un petit peu de boulot de son côté, je pense. Mais bon, du coup, ils font partir visiblement heel, j'espère, parce qu'il a quand même toujours plus cette attitude de heel. C'est ce que je me disais aussi pendant le match. Je me suis dit, la dernière fois, du coup, on nous a expliqué à Glasgow qu'en fait, il était face. Et là, pour le coup, une nouvelle fois, je trouve qu'il catch comme un heel, quoi. Mais, ouais. Tout fait qu'il soit contre Rich Swann, théoriquement, il joue le méchant, des trucs de fourbe. Ouais, voilà. Il a un moveset de fourbe, avec des croche-pieds, des trucs comme ça. Puis il se la raconte bien dans le ring. Après, moi, j'ai trouvé plutôt pas mal au micro, Rich Swann. Non, pour le coup, c'était un segment qui était plutôt efficace. Ça arrive un peu tard. C'est dommage que la conclusion elle soit dans une autre émission, mais voilà, il a du potentiel quand même, Swann, mine de rien. Quand même bien populaire auprès du public. Il a tout son petit truc de danseur là. Il y a encore quelque chose à faire avec lui, je pense. Non, moi ça m'a juste fait. J'avoue que la promo m'a fait un peu bizarre. À la fin, j'arrivais pas à savoir si c'était pas bon ou alors si j'ai trouvé juste bizarre. Mais par contre, Kendrick, j'aime bien le fait que il arrive et il a recalé un petit peu son personnage de heel. En fait, il est toujours heel, mais il est plus du tout. Il a enfin changé de mode. Forcément, il est champion, il peut plus se plaindre. Mais il a enfin changé de mode où maintenant j'ai l'impression qu'il copie le Miz en fait, un petit peu. C'est-à-dire le heel qui en même temps met over les autres et qui dit ah non mais c'est des super champions. Bon, je vais tous les niquer, mais ils sont super bons. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça fonctionne plutôt bien son personnage.
Maintenant, c'est dommage que ce soit sur lui que repose toute la division cruiserweight. C'est un peu, c'est ça qui est un peu décevant, et puis le fait que ça parte sur l'émission à côté. Pour Monday Nitro en lui-même, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Et pour le coup, là, c'était un bon segment. Bref, après, c'est aussi tellement mal placé dans la carte que ça arrive pas vraiment au moment où t'as envie de voir ça, quoi. C'est ça qui est un peu dommage aussi. Mais c'est toujours le problème avec le cruiserweight, quoi. Après, la carte de ce soir, j'ai trouvé plutôt, plutôt équilibrée. Passons au segment qui était le plus un peu what the fuck, je pense, de la soirée. C'est Sheamus et Cesaro qui sont en train de boire un coup dans un bar. Enfin, au début, on voit Sheamus, donc il est dans un pub. J'ai pas noté le nom du pub, mais donc voilà, en train de boire un coup un petit peu pour se reposer de sa défaite, un peu réfléchir sur son avenir, parce que voilà, il a eu une défaite la semaine dernière, donc du coup c'était pour le titre, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, Bah voilà. oui, ils doivent défendre leur titre. Désolé parce que la semaine dernière j'ai regardé Monday Nitro un peu en accéléré parce que justement je présentais pas le show. Et donc voilà, Sheamus avec une jolie demoiselle à côté de lui qui demande en plus c'est quoi le match ce soir, et on lui dit c'est New Day contre Gallows et Anderson. Bref, pour le titre aussi. Et donc il y a Cesaro qui arrive. Et donc voilà, il commence un peu à se chamailler enfin à dire putain on pourrait être une bonne tag team, etc. Mais t'es vraiment trop tel truc, t'es trop machin. Alors Sheamus il est trop impulsif, Cesaro il fait trop le malin. Donc bref, ça commence à se chamailler. Et puis ils disent bon de toute façon maintenant on en a plus rien à faire parce que on sera plus une tag team, donc voilà, on peut au moins trinquer à ça. Donc Sheamus boit sa pinte et puis Cesaro demande sa vodka martini. Et puis ensuite il y a un mec qui est dans le bar, hein, parce qu'il y a on va dire une dizaine de personnes qui sont derrière dans le bar en train de faire semblant de discuter. Et puis donc le mec arrive vers lui et puis il dit à Sheamus, dis donc, c'est toi qui te faisais kicker le derrière la semaine dernière à Monday Night Raw, et tout le monde se met à rire. Ça c'est fort, hein. C'est un peu comme dans les sitcoms quand il y a un mec qui fait une blague dans un coin du bar, tout le monde l'entend. Et donc t'as une réalisation un petit peu série B, et puis Cesaro dit à Sheamus, non, t'énerve pas, reste professionnel. Et puis là, c'est au tour de quelqu'un d'autre de venir voir Cesaro et puis alors de faire une blague, mais alors une blague sortie des années 80, puisqu'il compare Cesaro à un des Village People, hein. Il dit si on te mettait un casque, tu ressemblerais à un des Village People. Pareil, Sheamus lui dit attends, reste professionnel, Cesaro. Et puis je sais plus, c'est je crois Sheamus qui dit bon, on devrait peut-être y aller, et puis Cesaro qui dit attends, peut-être qu'on devrait faire autre chose, et puis il se retourne et puis il défonce tout le monde, voilà. Et il commence à dérouiller. Alors dans ce public apparemment il y a des catcheurs indés ou des gens qui sont passés vaguement à NXT, tout ça. Apparemment il y a pas mal de gens à reconnaître, hein. Moi j'en ai pas reconnu énormément, mais donc tout ça se finit avec tout le monde qui se tire du bar. Et puis il défonce un des murs, hein, aussi, qui était en carton, ça se voyait. Sheamus Il y va avait un derrière. casino derrière, c'était pas mal. Ah oui, il y avait un casino. Drôle d'endroit. J'ai pas vu. Mais donc Sheamus va derrière le bar, hein, parce que forcément le barman s'est tiré aussi, il avait peur. Et puis il dit open bar, et Cesaro pour être raccord avec son ami irlandais, et bah cette fois-ci il commande une Guinness et ils boivent une Guinness ensemble. Et puis ils s'appellent partenaires, enfin ils disent on trinque partenaires, donc voilà, Cesaro est vivant, ça continue la tag team, et c'est un peu la conclusion heureuse de longs mois de disputes. T'as pensé quoi de ce segment? Mon récit était presque aussi long que le segment, mais bon.
C'est ça, mais ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bar fight dans un show de la WWE. Ça remonte à très très loin, j'ai l'impression. Mais bon, ouais, c'était plus ou moins bien fait hein, quand ils commencent à essayer de faire du montage un peu à la façon série télé. Généralement, c'est mal foutu. Et là, encore une fois, c'était assez mal foutu. Hein. Il y a un moment où il y en a un qui rote dans la face de Sheamus ou de Cesaro ou un des deux, je sais pas, c'était tellement mal foutu qu'on savait pas trop. Mais comme ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ben, du coup ça va, c'est encore assez distrayant. Bah voilà, bah non, peut-être que ça y est, ils vont devenir une vraie équipe et puis ils vont peut-être réussir à les avoir les ceintures parce que je pense que c'est quand même eux qui vont faire tomber le New Day au final. Moi j'aimerais Mais... tellement, enfin ça va pas arriver, mais j'aimerais tellement qu'il fasse tomber le New Day avant le record. Ouais, mais ça va être difficile. Hein. Et puis ouais, alors, bah, maintenant qu'on se les est tapés jusque là, autant qu'ils qu'ils fassent leur corps. Mais disons que tout ça aurait été plus crédible si à la fin quand même Cesaro il avait fait un effort et qu'il avait bu de la Guinness, parce qu'il a pas, il a trinqué mais il a pas bu derrière. Ah Ça d'accord. c'est pas très sport. Hein. Alors je veux bien comprendre, il a peut-être pas la bière ou quelque chose comme ça, mais il Oh aurait moi pu faire un effort pour la caméra. Alors. j'ai pas vérifié s'il avait bu. Mais alors à part justement ces espèces de plans dégueulasses sur le j'allais dire le public, mais sur les gens qui étaient dans le bar là, entre les plans du coup sur Cesaro et Sheamus, il y avait des gros plans en fait sur les gens en train de boire et c'était vraiment il y avait une espèce d'image floue, c'était dégueulasse. Et Ouais, c'est ça, ça fait sortir un peu du truc, c'est ça qui est dommage. mais à part ça, moi j'ai adoré la discussion aussi. Je l'ai pas dit, mais à un moment ils disent on aura toujours Survivor Series parce que voilà ils ont défoncé tout le monde quoi Survivor Series. Bon ils ont pas gagné, mais ils ont défoncé la majorité des équipes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était dommage pour la réalisation parce que l'écriture de ce passage était vraiment sympathique et vraiment cohérente et on n'a pas souvent ce genre de moment là de camaraderie crédible en général à WWE en fait. C'est c'est vraiment c'est pas juste c'est pas la camaraderie du genre on est des badass on tue tout le monde c'est un peu il y avait un petit peu le moment nostalgie Ouais, ça faisait un peu vieux couple, hein. Tu te ouais souviens, bon, il nous restera ça quand on sera séparés, tu vois, faut chérir ouais. les souvenirs, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce truc. Donc voilà, un passage très sympathique et puis bizarrement, bah donc du coup, ils ont bouclé cette espèce de suspense qui devenait vraiment trop long par un segment enregistré comme ça. Ils auraient pu faire ça, bref, sur Survivor Series, mais bref. Donc Owens, attends, j'ai un doute sur Survivor Series. Si ils ont perdu ou ils ont gagné? Qui ça? Hein. Cesaro et Sheamus? Ouais, Cesaro et Sheamus. Non, ils ont gagné, c'est eux qui ont gagné le Mais match. oui, ils ont gagné. Putain, j'ai dit de la merde alors. C'est pas grave. On coupera au montage. Bref, Kevin Owens contre Roman Reigns. C'est la grosse affiche ou une des deux grosses affiches de la soirée. Ça commence avec Kevin Owens qui fonce sur... Alors, t'allais dire quoi? Non, rien du tout. D'accord. Donc ça commence avec Kevin Owens qui fonce sur Reigns avant même que la cloche sonne et qui donc le fait tomber dans le coin du ring et l'enchaîne avec des coups de pied alors que donc du coup le Samoan reste à terre pendant bien 2 bonnes minutes et puis la cloche sonne mais Owens continue sur le même thème et puis ensuite il amène Reigns dehors mais Reigns réussit à contrer un petit peu, il lance ses punchs, mais ça ne suffit pas et Owens réussit à lancer le Samoan dans les barrières d'insécurité, référence à Ringside. Kevin Owens, donc du coup, balance Reigns dans les escaliers en fer.
et il lui fait un running senton au milieu du ring juste après. Un compte de 2. Le public boue dès que Roman Reigns domine. Owens case ensuite un DDT à Reigns, il fait un nouveau compte de 2 et juste après il lui balance un cannonball dans le coin du ring, encore un compte de 2. Owens coince Reigns avec une soumission, le rear chinlock pendant bien 30 secondes et une fois qu'il sent que Reigns est fatigué, il enchaîne avec un nouveau senton, il tente le tomber, seulement 2. Il recommence avec sa soumission et Reigns semble quasiment endormi. Owens retente le senton, mais cette fois-ci, Reigns lève les genoux et contre Owens. Donc c'est au tour de Reigns de prendre le dessus avec une nouvelle fois des gros coups dans le coin du ring. Il tente son Samoan Drop, mais Owens contre et ils partent ensuite dans un duel de mandales, hein, tous les deux complètement lessivés. Mais Reigns réussit ensuite à caser cette fois-ci son vrai Samoan Drop. Compte de 2 sur Owens. Owens réussit ensuite une bonne combinaison et finit avec un gros kick sur le menton de Roman Reigns. Tombé de 2. Reigns, 2 minutes après, réussit à caser son gros spear et à gagner. Compte de 3. Roman Reigns aura le droit à son match pour la ceinture. Quelle surprise cette victoire de Roman Reigns. Roman wins, sur lol. Le champion. Sur le champion quand même, étonnant. Ouais, bah comme tu disais, un des 2 gros matchs de la soirée, je pense qu'ils ont voulu pas trop en faire pour pas faire de l'ombre aux filles, parce que le match était pas, il y avait rien d'exceptionnel quoi. Il y a eu, quand tu dis 30 secondes de headlock, je crois que ça a bien dû durer 3-4 minutes quand la séquence là où Owens le tient à terre. C'était ça a cassé le rythme. Voilà, on sentait qu'ils allaient pas montrer grand chose ce soir. Ouais, puis voilà, donc victoire assez prévisible de Roman Reigns. C'est le début de la rivalité, on va dire. Hein. Donc, j'ai pas été particulièrement emballé par le match en lui-même. Je trouve qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas trop d'alchimie, je trouve, entre les deux, même s'ils sont tous les deux talentueux, mais à voir s'ils peuvent sortir quelque chose de mieux plus tard. Quoi. D'ailleurs, au début, juste corriger, décidément, je fais plein d'erreurs ce soir. C'est bien Reigns qui a balancé Kevin Owens au début dans les barrières et pas l'inverse. Mais bref. Oh, et d'ailleurs, la barrière d'insécurité, c'est pas de moi. Hein. C'est de Philippe Chéreau. Hein. Oui, mais j'utilise dans mes trucs. Je ne savais pas que c'était de monsieur Chéreau. Mais peut-être qu'il l'a piqué à quelqu'un d'autre aussi. Mais le match était sympathique. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il était rapide, enfin qu'il était rapide. À part ce passage du headlock, mais il y a eu genre beaucoup de tombées donc voilà, c'était un match correct. C'était pas le main event, donc. Bah moi j'étais très impatient de voir les filles, je crois aussi, donc finalement je crois que j'avais vraiment pas d'intérêt pour le match. Et juste après on a Kevin Owens backstage qui se fait interviewer, qui dit à une jeune intervieweuse latino qu'il était pas, enfin il a perdu parce il avait pas la tête dans le match, parce qu'il sait que Jericho est parti à l'hôpital après l'agression dégueulasse de Seth Rollins. Donc voilà, un petit peu une justification pour la défaite de Kevin Owens. Passons à un segment enregistré. C'est monsieur Paul Heyman, l'avocat de Brock Lesnar, qui est interviewé par Michael Cole une nouvelle fois dans la salle des confessions, hein. La salle Mireille Dumas, et Paul Heyman, donc du coup qui vient parler de façon très grave de la défaite de Brock Lesnar contre Goldberg à Survivor Series. Paul Heyman qui, pour fêter cette défaite, a décidé de ne pas se raser pendant 3 jours. Donc voilà, il a une bonne tête bien suintante avec de la barbe. Et puis il dit que voilà, ils ont commis une erreur. Il a commis une erreur fatale et que ils ont sous-estimé Goldberg. Et puis il rappelle que voilà, Goldberg,
il avait pas catché depuis combien, 12, 13 ans. Donc voilà, Lesnar a éliminé des mecs au top de leur forme et il pensait pas voilà que Goldberg était capable de ça. Et puis surtout que Goldberg a pété une côte à Monsieur Lesnar avec son premier spear et que à ce moment-là bah voilà il pouvait plus respirer. Lesnar il était déjà mort quoi. Mais ça ne veut pas dire que Lesnar est fini parce que Lesnar a un nouvel état d'esprit et que Paul Heyman dit il ne sait pas ce dont Brock Lesnar est capable dans cette position de challenger, dans cette position de mec qui veut sa vengeance. Et Lesnar sera au Royal Rumble comme Monsieur Goldberg. Il sera dans le Royal Rumble match. Donc voilà, c'était l'annonce de cette interview. Alors je sais que apparemment c'était un segment qui te tenait à cœur, donc je te laisse en parler ringside. J'ai pas précisé que donc je voulais juste pas que tu l'oublies, c'est tout. Paul Heyman était aussi en train de pleurer tout du long avec des larmes vraies ou fausses. Hein. Vous en jugerez. Une vraie loque, Paul Heyman dans ce truc. Non, bah encore une fois, c'était impeccable. Je trouve ce qu'ils ont fait. Simple, efficace. Paul Heyman, il résume tout ce qu'il a résumé. Il replace Brock Lesnar dans l'histoire en nous expliquant que maintenant il a quelque chose à prouver et que depuis qu'il était revenu, il avait rien à prouver de toute façon. Donc maintenant, ça va être une autre histoire. On nous amène au Royal Rumble où du coup on aura les deux gros qui seront dedans. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est mené de main de maître tout ça. Cette rivalité entre qui partait complètement pourri au départ. Un petit segment vite fait bien fait comme ça, Paul Heyman dans ses œuvres et puis ça, la machine est repartie quoi. Je sais pas ce qui aurait été mieux si parce que là en fait, je pense qu'ils se sont dit on pourrait faire l'intervention de Lesnar pendant le match. Mais déjà ça correspondrait pas vraiment, enfin moi du moins pour moi de mon point de vue ça correspondrait pas vraiment à la personnalité de Brock Lesnar. C'est pas le genre de mec qui vient faire un truc sournois au milieu d'un match quoi. Ouais, et puis quand tu l'annonces, tu vois, Brock Lesnar, tu peux pas le faire arriver. C'est quand même le moneymaker, donc il faut qu'il soit sur l'affiche et que les gens savent qu'il sera là quoi. Enfin, donc oui, moi le segment, j'avoue, j'ai un peu écouté d'une oreille, je savais ce qu'il allait dire. Enfin, je veux dire peut-être que Paul Heyman a aussi un peu perdu d'intérêt pour moi à force de faire la même promo. Et là, pour le coup, il a changé. Donc. Puis j'aimais bien la petite touche, le fait qu'il soit mal rasé, en pleurs. Non, je trouve que le sens du détail est pas mal, je trouve. Enfin bon. Passons à l'avant-dernier match de la soirée, c'est le New Day contre Gallows et Anderson, une nouvelle fois pour le titre, puisque New Day était il y a ça encore avant. Et oui. Mais ça va être très très rapide, ne t'inquiète pas. Donc pour le titre, tout simplement parce que la WWE décide de mettre le New Day dans un match pour le titre toutes les semaines jusqu'à jusqu'à ce qu'ils dépassent ou qu'ils ne dépassent pas le record de démolition. De je ne sais pas combien de jours, mais bref, c'est le record des tag teams, enfin le nombre de jours qu'ils ont été tag team cumulés, je crois, en tout. C'est ça, hein? Parce qu'ils avaient déjà battu le premier. Je crois que c'est le règne le plus long, mais des ceintures avant qui est les ceintures par équipe. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs histoires en fait. Il y a un record du plus long règne et il y a le record du plus long règne cumulé et des trucs comme ça. Enfin bref, le record de démolition. Et puis les heels, donc Gallows et Anderson, ils tentent de finir le match rapidement en faisant des tombées très rapide tout simplement. Ils réussissent plusieurs comptes de deux, surtout sur Xavier Woods. À un moment, le spot un peu impressionnant du match, c'est un nouveau
dive de la mort de Biggie entre les cordes sur Anderson à l'extérieur. Mais cette fois-ci il s'est pas ramassé par terre, donc ça allait. Et on a eu une domination totale de Gallows et Anderson, mais Xavier Woods réussit à un moment à gagner grâce à un roll-up sur Anderson. Juste après justement un roll-up d'Anderson sur Woods, il réussit à enrouler tout, à lui tirer la culotte et à faire le compte de 3. Donc New Day est toujours champion. On va pas parler de ce match. Enfin, c'était un bon match. C'était un bon match en plus, c'est ça. Hein. Peut-être même un des meilleurs qu'ils ont eu l'un contre l'autre, une équipe contre l'autre. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment dommage de se réveiller comme ça à la fin du règne du New Day, de sortir des bons matchs, quoi. Parce que ils ont peut-être le règne le plus long, mais ils ont aucune rivalité qui a marqué. Et aucun match dont on se souviendra, je pense, dans l'histoire, quoi. Alors qu'ils auraient pu, la preuve qu'ils auraient pu sortir des très 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 bons matchs, quoi. Ça c'est ce qui est rageant avec ce règne-là. Hein. Après, c'était un match. J'ai trouvé le match un peu trop, C'était bien sûr pour raconter le fait que les New Day sont prêts à tout et donc du coup ils se font de plus en plus dominer, j'imagine encore la semaine prochaine, etc. Mais c'était un match vraiment à sens unique, à part le retour de Biggie, mais sinon c'était du Gallows et Anderson. Donc oui, non, moi j'ai bien aimé. Après je suis pas un grand fan de Gallows et Anderson sur le ring, c'est pas trop mon style, mais voilà. Allez, passons à ce qui nous intéresse le plus ce soir. C'est Charlotte contre Sasha Banks, et juste avant on a eu Bayley en coulisses qui dit à Sasha je suis trop contente pour toi et tout, et puis Banks dit non mais attends, déjà Bayley, t'arrêtes de ramener tout à toi. Et puis en plus c'est pas à propos de moi, c'est à propos du titre. Donc voilà, Banks qui devrait apprendre une leçon à Seth Rollins, qui oublie tout le temps que le titre c'est important. Et Sasha Banks qui dit si je gagne, je dédie ma victoire à Ric Flair, puisque Charlotte l'a renié de façon dégueulasse, oubliant en même temps le nombre de saloperies que Ric Flair a fait à Sasha Banks. C'est ça. Ouais. Mais bref. Charlotte contre Sasha Banks, épisode 2. Je vais raconter ça très rapidement. Elles se battent déjà dehors au bout de 2 minutes, juste après un saut de Sasha Banks vers l'extérieur sur Charlotte. Sasha Banks fait une souplesse sur Charlotte une nouvelle fois à l'extérieur. Ensuite, elles se font une double clothesline le long du ring. Pendant la pub, Charlotte fait un backbreaker sur Sasha et la pousse dans le poteau dans le coin du ring, et ce qui sonne Sasha. Et laisse place à une domination de la championne. Elles se battent ensuite une nouvelle fois sur le bord du ring avec des chops un peu à la Ric Flair. Elles sont vraiment juste le long des cordes, hein, quand je dis sur le bord du ring. Et à un moment, Charlotte arrête tous ces petits enfantillages avec un kick méchant qui balance Sasha par terre, mais alors ça la balance pas directement par terre, elle se cogne la tête sur le coin du ring et ensuite elle va par terre. Donc, comme ça avec Sasha, hein. Faut toujours que ce soit un peu plus impressionnant que les autres. C'est le pantin. Donc tomber sur Sasha à l'extérieur, compte de 2. Charlotte enchaîne avec un Natural Selection et un nouveau compte de 2 sur Sasha. Alors que Charlotte veut relever Sasha, Banks, qui est toujours le long du ring, réussit à choper un kendo stick sous le ring et enchaîne quelques coups violents sur Charlotte. Mais Charlotte réussit à un moment à la contrer avec le pied, et elle tente de lui arracher le kendo stick. Et après un face à face plein de tension, en fait, elles sont vraiment à quelque chose comme 3-4 mètres de distance. C'est Charlotte qui arrive à choper le coup de Banks et la descendre avec un neckbreaker, toujours sur le sol en dur. Elle enchaîne ensuite avec un figure 8, mais Sasha Banks réussit à récupérer le kendo stick et à frapper Charlotte pour casser la soumission. Elles remontent toutes les deux vers le Titan Throne en se mettant des mandales, et Charlotte demande aux commentateurs de se tirer de leur table, enfin de partir loin de la table. Sasha Banks arrive à ce moment-là derrière Charlotte
pour essayer de la frapper, mais Charlotte la contre et la balance en contrebas. Alors si vous voyez la table des commentateurs, maintenant elle est juste à côté du Titan Throne et il y a voilà, il y a il y a un niveau juste en bas, enfin le niveau du public et le niveau des commentateurs. Donc voilà, Banks descend d'un bon mètre quoi. Et à ce moment-là, Charlotte monte sur la table et fait un moonsault sur Sasha Banks à quelque chose comme on va dire à la hauteur où elle saute 3 mètres de haut, enfin par rapport au sol. Elle fait le tombé et Sasha Banks kick out au compte de 2. Et elle refait le tombé, l'histoire de bien vérifier, mais un nouveau kick out de Sasha Banks. Elles reviennent toutes les deux vers le ring. Sasha Banks case à Charlotte un back body drop. Elle monte sur la barricade et lui met un double knees bien violent. Donc elle monte juste devant le public, hein, la barricade juste devant le public, double knees sur Charlotte, tombée et seulement compte de 2. Ensuite Sasha Banks enchaîne les coups de kendo stick sur le dos de Charlotte, hein, et continue. Et puis elles partent dans le public. Et là Sasha Banks a une idée de génie, elle coince Charlotte à travers la rambarde en métal qui est au milieu de l'escalier. Elle lui fout un back statement debout. Voilà. Elle lui fait un bon gros back statement avec une barre en fer dans le dos. Et Charlotte tape. Sasha Banks est championne. Et je pense que c'est la plus belle victoire que Sasha Banks a eue depuis qu'elle est à WWE. Ce match était fantastique. Tout simplement fantastique. Puis ça se termine au milieu de la foule, elle est sur les genoux d'un mec au milieu de la foule. La foule explose, même si c'est la ville de Charlotte. Le match était tellement spectaculaire, il y avait tellement d'enjeux, la rivalité elle est tellement bien montée que voilà, le public est en feu, ça arrive pas souvent et voilà, on voit que les filles, c'est quand même pour l'instant peut-être ce qu'il y a de mieux à la WWE. Moi j'étais fasciné de bout en bout, même là quand tu nous l'as raconté une deuxième fois, je refaisais le film dans ma tête, je me dis qu'est-ce que c'était bien quand même. Avec quelques spots vraiment impressionnants, des coups bien violents. Quand elle s'envoyait des ATM la façon Ric Flair, on se serait cru au Japon. Le coup de kendo stick là que met Sasha Banks à Charlotte quand elle est prise en le figure 8, j'ai bondi sur mon siège, c'était assez violent. Il y a le smooth salt là qui est assez impressionnant également. Puis tout le reste du match était toujours super fluide. Pas d'erreur. Là, il y a pas un seul moment. On sent que là, elles ont passé un niveau quoi. Là, elles sont vraiment. C'est un match. Franchement, on le dit jamais, je pense, en parlant des Monday Night Raw, mais là pour le coup, allez chercher ce match. Ce match est un des meilleurs matchs féminins de l'année. C'est même un des meilleurs matchs tout court, hein, j'ai envie de dire. Oui, un des meilleurs matchs en général. Et le seul bémol que j'avais là-dessus, mais c'est un bémol pas de logique, enfin de logique de business c'est juste pourquoi on a un match aussi impressionnant avec des spots aussi ouf dans un Monday Night Raw et pas dans un pay-per-view où des moments elles y arrivent mais ça dépend. Le Hell in a Cell était excellent hein, mais il avait cette fin très bizarre, il avait ces moments, il n'était pas aussi parfait que le match qu'on a vu ce soir. Mais donc voilà, elles ont tout utilisé. On se demande qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois si elles se rencontrent encore. J'imagine que ça va quand même continuer hein, parce que ça soit dans les mois qui viennent ou même plus tard. Mais donc voilà, les deux. Autant souvent je dis Charlotte est supérieure techniquement, mais là Banks, c'est pas forcément techniquement, mais au niveau de la connaissance de son environnement, ce qu'elle a fait avec le kendo stick, ce qu'elle a fait avec ce double knees
sur la barricade, qui pour une fois me semblait pas téléphoner. Tu vois, j'ai été surpris qu'elle se lance là-dedans, parce que généralement c'est très genre elle balance quelqu'un dehors, elle se met ou alors elle met quelqu'un dans le coin du ring, etc. Donc généralement on le voit venir, mais là ouais, c'était tellement bien. Et puis l'histoire, c'est Sasha Banks est la fille ultra résistante, enfin elle encaisse énormément, et Charlotte est celle qui a la puissance, mais par contre elle perd de son énergie très rapidement quand elle se prend des gros coups, quoi. Même quand on la voyait kicker le premier, quand elle a kické juste avant sa défaite, mais le dernier tombé raté de Banks, Charlotte a kické vraiment à 2 secondes 75, quoi. Pourtant c'était elle qui dominait généralement dans le match. Donc voilà, et puis on a eu une fin avec Ric Flair qui est arrivé dans le ring, parce que Sasha Banks était remonté dans le ring et qui a levé la main. Sasha Banks, c'est un petit peu comment on dit, endorsement. C'est ça. On regarde trop d'émissions américaines. L'adoubement, voilà. L'adoubation. Très sobre, hein, Ric Flair, pour une fois. Voilà, pas de conneries, pas de. Donc ouais, non, puis on sentait Sasha Banks très émue, et puis on aime mieux voir ça plutôt que Sasha Banks qui nous explique pourquoi elle est émue pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ce qu'elle fait est super important, et pourquoi la WWE est super sympa. Juste montrez-nous Ric Flair qui lève la main de Sasha Banks, là on a compris, quoi. Voilà, c'était tout pour ce Monday Night Raw. On va passer à la note, alors qu'on a encore dépassé le temps. Ouais, limite, mais c'est pas grave. De toute façon, nous on n'a pas de règles, hein, on s'en fout. Donc vas-y, le coup de cœur, le coup de gueule, enfin le mot de la fin, le coup de gueule, le coup de cœur et la note. Ouais, alors le coup de gueule, qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé, qu'est-ce qui était vraiment nul? Ce passage avec Marc-Henri et voilà, qui nous présente comme une vedette de cinéma, alors qu'au final il a visiblement un rôle de 5 secondes. Pour le top, je vais mettre. Alors, je pourrais mettre les filles, hein, mais je vais pas mettre les filles. Je vais mettre Enzo et Cass qui font des pubs là pour le WWE Shop Online là. Je trouve super rigolo. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on en parle pas, mais ils ont fait la semaine dernière Black Friday, et puis cette semaine c'était Cyber Monday. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est toujours des bons segments. Ça fait partie des rares fois, je crois, même la seule fois où je vois des mecs essayer de vendre des trucs dans Monday Night Raw et qui sont vraiment drôles, et que c'est pas juste une blague super écrite complètement naze. Donc voilà, bon. Ah non, puis Enzo il est vraiment. Ouais, alors dans le flop, j'ai peut-être plutôt mettre le fait qu'il n'y a pas de rivalité sur le titre US. Ça c'est quand même un peu relou. Et puis pour la note, je crois que je vais mettre un bon 3,75. D'accord. Là, je pensais que tu serais monté plus haut, mais. C'est surtout le main event qui m'a. Il y a au moins 2,75 pour le main event. Moi, j'aurais mis en coup de gueule. L'utilisation de Rousseff, en fait, je sais pas, j'aimerais bien que Rousseff ait une vraie rivalité, et qu'on passe justement à Big Cass Rousseff, et qu'on arrête les blagues avec Enzo. Voilà. Ça sera pour la semaine prochaine, ça. Mais c'est sûr que forcément du côté de Rousseff, hein, dans cette histoire, tu peux pas. Ouais, bah ouais. C'est ça qui est con, hein. Censé être quasiment le top heel, mais à chaque fois, dans toutes ces rivalités, c'est toujours du côté de Rousseff, parce que c'est lui qui se fait malmener en vérité. Mais bon. Ouais. Et coup de cœur,
Oh, je peux pas dire autre chose que. Je vais dire plus précisément le bank statement dans la rambarde là. C'était. Enfin, je m'y attendais pas du tout et je vois ça, je fais arrête. Non, vraiment ça. Ouais, vraiment, je m'y attendais juste pas. En plus, quand ils partent dans les escaliers, je me dis mais de toute façon, ils vont pas faire un tombé dans les escaliers. Qu'est-ce qu'ils vont foutre? Ils vont faire un tombé dans les coulisses. Enfin, voilà, ouais. Je m'y attendais pas et c'était En plus, elles font des trucs novateurs, quoi. Je pense que c'est pas très c'est pas très comment dirais-je, c'est pas très représentatif du show, mais je suis obligé de mettre 4 tellement j'ai tellement j'ai adoré ce main event. Et les autres matchs étaient plutôt on a eu une soirée de bons matchs, hein. Les cruisers étaient plutôt corrects. Le seul truc le seul truc qu'on a envie d'oublier, c'était Strowman. Enfin moi perso, Strowman qui écrase encore des gens, bon. Et puis le segment Mick Foley, Sami Zayn, ça m'a pas touché plus que ça, mais à part ça, le reste, Owens Reigns, c'était cool. Voilà, les deux bémols, ouais, c'était le segment Zayn Foley et puis l'histoire de Reigns qui s'en fout totalement de son titre US. Enfin, genre ils sont, bref. C'était tout pour ce catch-up bien trop long. Mais vous savez que nous, l'équipe du lundi, hein, on fait pas les choses à moitié. On vous recommande d'aller sur iTunes ou sur PodCloud, ou sur PodCloud ou sur YouTube pour regarder ou plutôt écouter nos podcasts. Peut-être les regarder, peut-être qu'on va faire de la vidéo, peut-être que ça arrivera à la fin de l'année. Et n'oubliez pas, donc du coup on a un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas, et puis vous pouvez même nous envoyer des messages en fait sur la page Facebook si vous avez des demandes, des réclamations, si vous avez des idées pour le show, si vous voulez vous proposer, hein, si par exemple on a besoin de quelqu'un pour faire des montages, on aimerait bien quelqu'un pour nous aider à faire du montage, comme ça on pourrait faire plus de shows. Vous aurez le droit à venir une fois de temps en temps dans un podcast quand Raph n'est pas là, parce que Raph est notre rookie. C'est le visitage, je l'appellerai rookie jusqu'à la fin des temps. Bon, arrêtons les plaisanteries. Je remercie Ringside d'être là comme chaque lundi pratiquement. Enfin comme chaque de rien, j'avais rien d'autre à faire. Et je vous remercie, vous, les auditeurs, de nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à partager le podcast. Et maintenant qu'on est sur Facebook, partagez-le sur votre page Facebook. N'hésitez pas. Et puis, on vous souhaite une joyeuse semaine pleine de catch. Salut. Ciao, ciao.